Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence sur Facebook Live et merci aussi à celles et ceux qui regarderont ce Facebook Live en différé. Je vous propose le déroulement suivant. Je prends un petit moment, peut-être une 15 à 20 minutes, pour vous donner des éléments d'information sur ma candidature, puis je réponds à vos questions pendant 20 à 30 minutes. Alors tout d'abord, la primaire, c'est une initiative qui peut bouleverser la donne politique en 2017. Car les Français veulent donner un coup de pied dans la fourmilière et ils n'ont aujourd'hui qu'une façon de le faire, et vous savez laquelle. Alors ils retiennent leurs pieds, parce qu'ils ont quand même un peu d'expérience politique et de maturité, même beaucoup. Mais si nous leur offrons une alternative au travers d'une candidature citoyenne crédible, alors ils vont shooter. Je vais vous présenter d'abord ma vision pour la France, puis les grands objectifs du projet que je porte intitulé « La Révolution pacifique », et enfin, je vous ferai part de quelques réflexions. La vision, tout d'abord, s'appuie sur un constat. La France est un pays riche de talent, de savoir-faire, de créativité, mais elle est confrontée à une crise qui n'en finit plus. Une crise économique, bien sûr, mais aussi et surtout une crise de confiance en soi et en l'avenir. Pour redresser la barre, notre pays doit refonder plusieurs secteurs clés, dont la sélection et la carrière de ces élites, entre guillemets, politico-administratives, celles qui pilotent le navire, et donner plus de chances de succès à tous ces enfants. Donc la France a besoin d'une révolution, au sens d'un changement profond, mais d'une révolution pacifique. Et il est encore temps de la faire, mais si nous attendons trop, la violence risque de l'emporter. La révolution pacifique, elle ne s'applique pas seulement aux institutions ou à l'éducation. La troisième révolution technologique dont parle notre compagnon de route Jean-Michel Billaud, après la révolution agricole et la révolution industrielle, cette troisième révolution qui est celle du numérique, de la robotique, qui ne fait que commencer, va nous apporter des changements profonds dans la société. Et donc, si nous ne gérons pas de façon intelligente et déterminer cette révolution, nous risquons gros, nous risquons la marginalisation sur le plan international et nous risquons surtout de développer ce que l'on constate déjà aujourd'hui, une société à deux vitesses. Alors la vision proprement dite que j'ai pour la France, c'est d'abord une France qui s'occupe de sa jeunesse, qui lui fait confiance et lui donne les clés de son avenir. C'est ce que j'appelle la remise en marche de l'ascenseur social. Le deuxième point, c'est une France qui s'oriente vers une économie plus équilibrée, plus humaine, plus inclusive et mieux répartie sur le territoire. C'est ce que nous appelons l'équi-économie, l'économie de l'équilibre. Le troisième point, c'est une France qui construit avec l'Allemagne et les autres pays européens qui le souhaitent la République européenne. Le quatrième point, c'est une France qui s'engage résolument avec la République européenne dans une diplomatie pacifique et environnementale. Et enfin, c'est une France qui oxygène sa vie politique pour mieux utiliser la ressource d'intelligence collective et individuelle de ses citoyens. Bref, une France qui reprend confiance en elle-même parce qu'elle porte des projets qui lui permettent de se dépasser et de servir de nouveau de référence. Des projets au service de la cohésion du pays, de l'unité des Européens et du bien-être de l'humanité. La France ne serait pas la France sans la grandeur, disait le général de Gaulle. Eh bien la grandeur, aujourd'hui, elle est là. Alors, ces 5 grands objectifs, je vais les prendre un par un et donner quelques exemples du contenu qu'on peut leur donner.
l'ascenseur social. Il comprend au fond 3 sous-volets: l'instruction, le dépassement de soi et l'ouverture. Alors évidemment, la pierre angulaire, c'est l'éducation. Et nous avons beaucoup dans la primaire port, il y a beaucoup de candidats qui ont des idées très intéressantes sur l'éducation et notamment sur l'autonomie que l'on doit donner aux établissements pour expérimenter des formes d'éducation stimulantes. En ce qui nous concerne, nous proposons une scolarisation dès l'âge de 3 ans, parce que c'est à ce moment-là, c'est très tôt que se créent les différences entre les enfants. Deuxièmement, pour le secondaire, nous souhaitons créer des internats de la République qui permettraient à des jeunes de divers milieux, et notamment de milieux défavorisés, de pouvoir être instruits dans de très bonnes conditions, en faisant aussi du sport, en rencontrant des jeunes d'autres milieux. Et puis l'université, à laquelle il faut donner des moyens pour concurrencer notamment les grandes écoles de commerce. Je pense aux instituts d'administration des entreprises, qui sont une façon pour des jeunes de milieux relativement modestes de faire des études de commerce et donc d'accéder à l'élite de la vie économique. Le deuxième volet, c'est le dépassement de soi. Il faut donner aux jeunes la possibilité de découvrir qu'ils peuvent toujours aller plus loin, qu'ils peuvent progresser. Et donc, il faut le faire au travers du sport. Il faut également leur proposer au travers du service militaire ou du service civil, et également de missions humanitaires et de chantiers. Je pense par exemple à un nombre de chantiers qui pourraient être lancés dans les régions pour remettre en état des éléments du patrimoine, ce qui permettrait à la fois d'inclure ces jeunes dans une œuvre collective et de leur apprendre des métiers touchant à la fois à l'art, à l'artisanat et au bâtiment. Troisième élément, c'est l'ouverture, et nous avons proposé que tous les jeunes de 18 à 25 ans puissent bénéficier d'une carte qui leur permettrait de circuler en Europe, d'avoir un certain nombre de kilomètres en Europe qui leur permettrait d'aller voir ce qui se passe dans d'autres régions et donc de s'ouvrir. L'économie, c'est une économie avec 2 volets, c'est-à-dire c'est une économie qui est à la fois qui soutient les entreprises tournées vers l'export, donc en vocation à ramener des devises à l'économie française, et puis en même temps c'est une économie plus protégée, une économie des territoires, avec notamment les entreprises solidaires du secteur solidaire et social, qui représentent déjà aujourd'hui 10% des emplois, avec la petite agriculture, l'artisanat, qui doivent être protégés et pouvoir continuer à animer nos territoires. L'écoéconomie, c'est aussi une économie qui irrigue mieux nos territoires. Et là, je crois qu'on peut constater aujourd'hui qu'il y a des territoires ruraux en grande difficulté et des villes moyennes en grande difficulté. J'ai en tête Béziers et Nain-Beaumont où nous sommes implantés avec Patché et Béziers, qui sont des villes qui ont toutes les deux souffert de difficultés économiques. Et donc, il faut trouver pour les villes moyennes de nouvelles formes d'activité. Alors, ce que j'ai proposé, la mesure phare, c'est déjà de délocaliser dans les métropoles françaises, dans les capitales régionales, des ministères non régaliens, c'est-à-dire ni l'intérieur, ni la défense, ni les affaires étrangères, ni les finances, mais les autres ministères, de façon à donner de l'activité à ces grandes villes, en échange de quoi il leur sera demandé de s'occuper plus étroitement des villes moyennes qui les entourent, qui sont sur leur territoire. Et je pense notamment aux antennes d'université qu'il serait bon de développer plus systématiquement dans des villes moyennes où les jeunes n'ont pas forcément les moyens d'aller dans la grande ville faire des études et payer un loyer. Voilà. Donc, essayer de mieux servir les villes moyennes et les territoires ruraux. Alors, ça peut se faire au travers de la fiscalité, c'est-à-dire une fiscalité spécifique. Ça peut se faire évidemment au travers du télétravail, développement du télétravail, ce qui suppose une connexion au débit pour que les entreprises ou les administrations et leurs représentants dans les territoires
puissent travailler de manière efficace. Troisième point, la République européenne. Alors la France est vraiment au cœur de l'Europe. Vous le voyez tous, ses voisins immédiats sont au nombre de 200 millions d'habitants. Donc ensemble, nous pesons 260 millions d'habitants, soit pratiquement deux fois la Russie et presque les États-Unis. Et donc l'avenir de la France et l'avenir de l'Europe sont étroitement et indissociablement liés. Imaginez que notre pays, qui pèsera bientôt 0,66% de la population mondiale, puisse faire cavalier seul est totalement irréaliste et même dangereux. La France doit au contraire, avec l'Allemagne, avec l'Espagne, l'Italie, ses voisins et les pays de l'Union européenne qui le souhaiteront, créer au sein de l'Union européenne une République européenne avec un budget et des ressources propres dans laquelle seront rapprochées et coordonnées nos politiques en matière de fiscalité, d'énergie, de salaire minimum, de migration, de relations extérieures, de lutte contre le terrorisme et de défense. Et je voudrais faire référence ici à une proposition qui a été faite par Michel Aglietta, économiste, et qui dit qu'il faut refonder un contrat social européen autour de l'économie verte, donc autour d'un grand projet, de ce qu'on appelle un Green Deal, un grand accord, une économie propre. Et là, il y a beaucoup de chantiers à mettre en œuvre. Alors oui, je suis européen, je voudrais souligner ce point. Je suis d'ailleurs engagé dans cette campagne, dans ce combat présidentiel, notamment pour défendre l'Europe, car aujourd'hui, on n'entend plus beaucoup de voix pour défendre une Europe unie, une Europe fédérale. On entend malheureusement beaucoup de voix pour détruire ce qui a été fait. Et évidemment, l'Europe a des défauts, il y a beaucoup de choses à corriger, et c'est pour ça que nous devons nous mobiliser pour une nouvelle politique en Europe, une politique qui soit plus activement tournée vers l'économie humaine, l'économie inclusive. Et c'est ce que je propose dans le cadre de cette révolution pacifique. Le quatrième point, c'est la diplomatie pacifique et environnementale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France et l'Europe s'honoreraient à mettre leur énergie au service des grands défis qui affectent l'humanité. Évidemment, le réchauffement climatique, et là on peut rendre hommage au travail qui a été fait par la France dans le cadre de la COP 21, mais il faut évidemment le continuer, il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Je pense aussi à la sauvegarde des espèces animales et végétales menacées, parce que derrière c'est la santé de l'homme, c'est son équilibre dans la nature qui est menacée. Et puis, je pense évidemment au nettoyage des océans, à la sauvegarde des océans et au sixième continent de plastique que vous connaissez tous et auquel il faut s'attaquer. Et également, et c'est un point fondamental, à l'aide au développement des pays les plus pauvres et notamment une aide locale qui permet l'accès à l'eau, le développement d'une agriculture, d'une autonomie agricole et l'accès à l'électricité propre. Voilà. Voilà quelques chantiers pour la diplomatie de demain, pour la diplomatie française, la diplomatie européenne, se mettre au service de l'humanité et de ses grands problèmes. Et l'Europe y gagnerait beaucoup sur le plan de l'autorité morale et sur le plan également de la résolution des grands problèmes. Je pense à la migration. Si nous nous attaquons de manière plus efficace au développement local dans les pays les plus pauvres, si nous réglons ou si nous reculons, en tout cas, nous faisons reculer le réchauffement climatique, eh bien nous aurons moins de migrants à gérer dans le futur, parce que sinon, je peux vous assurer que ce ne sont pas 2 ou 3 brigades de plus de police des frontières qui géreront le problème. Donc les problèmes, il faut les prendre à la source. C'est un problème de réchauffement climatique, c'est un problème de développement, c'est aussi un problème de guerre, et donc partout où il y a la guerre, il y a des réfugiés, il y a de la migration, et là aussi, il faut tourner certaines pages. Dernier point, l'oxygénation de la vie politique et de la citoyenneté. Eh bien, il faut évidemment diversifier, ouvrir, aérer nos élites politiques et donner plus de place aux citoyens. Donc, il y a beaucoup de propositions qui sont le non-cumul des mandats, pas plus de 2 mandats consécutifs, aucun cumul de mandats dans l'espace, on ne peut pas être maire et député, par exemple. Et puis, également, donner à notre administration
un peu plus de l'aérer aussi, en ce sens que je souhaite que les hauts fonctionnaires soient soumis à des examens dans leur progression de carrière, comme le sont d'ailleurs les militaires, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est une façon aussi de s'assurer que nous avons une élite administrative qui reste en phase avec les problèmes de la société et qui ne se transforme pas en une caste trop fermée sur elle-même. Un dernier point sur la citoyenneté, c'est la place des femmes et leur liberté. J'ai fait récemment connaître mon souhait de faire de la lutte contre le harcèlement de rue une priorité. C'est un point extrêmement important que cette place des femmes et leur liberté dans la société. Alors, quelques réflexions avant de répondre à vos questions. Le premier point, c'est nous pouvons vraiment changer les choses en 2017 grâce à la primaire.org. Car si nous parvenons à faire élire un chef d'État issu de la société civile, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais vécu de la politique, quelqu'un qui s'est investi dans l'action citoyenne, dans la collectivité, qui a consacré parfois beaucoup de temps, mais qui n'a jamais vécu de la politique, alors nous allons créer un choc psychologique dans la société française, nous allons générer un espoir immense dont la France a besoin pour se réveiller, pour reprendre confiance en elle, car elle sera libérée d'un système, d'une classe politico-médiatique dont elle se sent prisonnière. Voilà le premier acte de la révolution pacifique. Oui, une fois de plus, la France surprendra. Alors, inscrivez-vous sur la primaire.org, participez à la primaire.org, nous sommes déjà plus de 65 000, allons ensemble vers les 100 000 pour créer une véritable dynamique. Et 65 000, c'est déjà un citoyen français sur 1000. Et avec 1 sur 1000, on commence à faire bouger la société. Croyez-y comme j'y crois. Rien n'est impossible. Chassez ce mot de votre tête. Si nous sommes unis et déterminés, nous gagnerons. Deuxième point, au moment de voter, posez-vous une question simple. Cette candidate ou ce candidat a-t-il l'expérience, la solidité, la cohérence personnelle et la sagesse pour exercer la fonction de chef de l'État, chef des armées et à ce titre responsable de la force nucléaire? Car au-delà du vote que nous allons faire du 21 au 30 octobre, puis de nouveau à la mi-décembre, la candidate ou le candidat qui sortira de la primaire devra convaincre. Tout d'abord convaincre 500 maires ruraux. Pourquoi ruraux? Parce que ce sont les 18 000 maires ruraux qui sont le plus susceptibles de soutenir la démarche innovante de la primaire.org, parce qu'ils n'ont pas forcément d'attache politique, contrairement aux maires de collectivités plus importantes qui sont pour la plupart encartés. Eh bien, ces maires ruraux, ce sont des personnes très pragmatiques, pleines de prudence, de bon sens. Donc, il faudra que la candidate ou le candidat soit capable de les convaincre. Deuxièmement, il faudra convaincre ensuite une majorité de Français pour survivre au premier tour, puis pour l'emporter au second tour. Troisième point, après l'expérience et la personnalité, le programme. Le programme, dans ses détails, nous allons le construire ensemble au cours des 150 jours qui viennent, avec tous les candidats de la primaire, bien entendu, c'est-à-dire les 16. Je dis les 16 parce qu'il y a aussi Alexandre, Ramine, qui ont tous les deux des choses extrêmement intéressantes à apporter dans le domaine de l'économie et dans le domaine de l'éducation, et aussi avec Maxime, que je crois nous retrouverons en chemin. Car tous ont une valeur ajoutée, forte, dans l'équipe de France que nous devons former. Former aux deux sens du terme, former pour en faire un ensemble collectif soudé, cohérent, et former, c'est-à-dire qui partage des connaissances solides pour aller au charbon. Plus des experts de centres de réflexion, ce qu'on appelle think tanks,
du monde associatif et aussi, à titre individuel, certains élus, acteurs politiques de valeur, engagés sur le terrain. Ensemble, nous allons bâtir un programme ambitieux et réaliste, et bien entendu chiffré. Donc ce qui compte à ce stade, ce n'est pas tant le contenu du programme, c'est un peu prématuré, que la vision, les grands objectifs d'action et les principes qui guident chaque candidat. La vision et les grands objectifs, je viens d'en parler, restent les principes. Je crois que les principes qui m'animent apparaissent clairement dans les 5 objectifs que j'ai présentés. Au fond, on peut les résumer de la façon suivante. Dans un monde de plus en plus complexe, la boussole de la France pour naviguer, c'est sa devise, liberté, égalité, fraternité. Et je vais à ce propos vous raconter une histoire. Dans tous les pays du monde, quand on devient officier, donc quand on se voit remettre une part de la force qui permet d'exercer la souveraineté du pays, eh bien, on prête serment. On prête serment à la République. On prête serment à la reine. On prête serment à la Constitution. Eh bien, il est un pays, mes chers amis, où l'on ne prête pas serment. Et nous pouvons en être fiers, car ce pays, c'est la France. Tout ce qu'on demande à un homme ou une femme qui devient officier, c'est de saluer le drapeau bleu, blanc, rouge, bleu et rouge comme les couleurs de Paris, la ville rebelle, et blanc comme la monarchie. Et c'est comme ça qu'on a recyclé les couleurs du roi en couleurs de la République. C'est d'une grande intelligence politique. Et dans les plis de ce drapeau sont inscrits les 3 mots de la devise, liberté, égalité, fraternité. Et puis ce drapeau, on le salue au son de la Marseillaise. Eh bien, la République, elle ne demande rien d'autre, quand on devient officier, que de respecter le drapeau, l'hymne et la devise. Et la République, je la respecte justement parce qu'elle ne m'a pas obligé à prêter serment, parce qu'elle nous a respectés dans notre diversité. Elle m'a simplement enseigné que 10 000 Saint-Syriens sont morts pour la France et que, un jour, à mon tour, je pourrais être dans la même situation. Et quand je me suis retrouvé au Liban, sous les obus et sous les balles des snipers, je me suis souvenu de ce serment que, finalement, j'avais prononcé, non par la bouche, mais par le cœur. Alors inspirons-nous de cette sagesse de la République pour faire l'unité de la France de demain. Ne transigeons pas sur nos valeurs, liberté, égalité, fraternité, mais sachons les faire aimer et les faire partager. Merci. Je vais maintenant répondre à vos questions. Donc je vois une question de Jean-Émile qui me demande: est-ce que vous êtes pour le SMIC européen et pour les langues régionales? Alors, je répondrai oui sur les 2 tableaux, Jean-Émile. Oui, je suis pour un SMIC européen. D'ailleurs, je me réjouis que Mme Merkel, sous l'influence des sociodémocrates, c'est-à-dire de la gauche allemande, ait accepté le principe du salaire minimum. Alors, il est inférieur au salaire minimum français, mais c'est une avancée importante vers cette République européenne que nous voulons construire. Alors évidemment, il va falloir négocier pour faire en sorte que ce SMIC soit aussi élevé que possible. Ça ne sera pas forcément très facile, mais ça va dans la bonne direction. Est-ce que je suis pour les langues régionales? Oui, je suis favorable à ce que la France ratifie enfin la Charte européenne des langues régionales. J'étais, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, avec des amis picards qui me disaient, à Abbeville, et qui me disaient c'est dommage, ma grand-mère parlait picard, je le comprends, mais moi je ne le parle pas. Voilà, donc c'est une perte de richesse. Il ne faut pas avoir peur
parce qu'on apprend des langues régionales, de perdre la force de la langue française. Et donc oui, je suis pour la ratification de cette charte des langues régionales. Nicolas a rejoint la vidéo, mais il n'a pas posé de question encore. Jean-Émile, racontez-moi votre parcours politique, votre biographie. Écoutez, ça serait un peu long, parce que je suis pas le plus jeune de l'équipe, mais je vous invite à le regarder sur Internet. Vous avez ma biographie qui est assez exhaustive, voilà. Votre mère parle occitan, très bien. Je remonte un peu les questions. Donc, bonsoir Stéphanie, merci. Anoushka Helen Smith a rejoint la vidéo. Bonjour Anoushka, et bonjour à Renaud. Non, je ne suis plus à l'envers. Renaud, merci de me l'avoir signalé. Marco a rejoint la vidéo. Jean-Émile, merci. Fabienne, bonsoir Fabienne. Thomas, bonsoir Thomas. Bonsoir Stéphane de Provence. Thomas. Ok. Marlène, Julie, Daniel, Samia, Robert. Je salue Robert qui est slovène. Voilà, qui est un ami slovène. Kevin. Alex, je parlais d'Alexandre tout à l'heure. Voilà, Alexandre, je disais que voilà, nous avons évidemment besoin de toi dans l'équipe de France que nous devons construire. Maria Pia d'Italie. Steph, thank you Steph, merci. Daniel, qui est roumain. David, qui est bien parisien lui. Augustin, bonsoir Augustin. Bonsoir Tristan, bonsoir Jean-Marc. Jean-Marc qui est aussi candidat sur la primaire.org, qui est un candidat de Château-Renard et un garçon d'une très grande qualité qui a écrit 3 livres qui s'appellent Le Serfant. Anissa, bonsoir. Didier, Didier c'est un vieux camarade du 501e régiment de chars de combat, donc du Liban, je le salue tout particulièrement. Amanda, Rigby Webb, bonsoir. Pauline, Kylian, bonsoir Kylian. Jean-Baptiste, bonsoir. On s'est connus sur un bateau entre la France et le Royaume-Uni, ou plutôt dans l'ordre inverse. Antoine, bonsoir Antoine, aussi un camarade de l'armée. Il y a d'autres questions? Alors, les questions en bas. Donc, je rejoins les questions en bas. On me dit, ok. Tac, 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 tac. Alors, bon, les gens ont déjà tellement de mal à écrire le français sans faute. Si vous utilisez des langues régionales, on n'en sortira pas. Alors, on va pas. Les langues régionales sont pas obligatoires. Ce sont des gens qui ont envie d'apprendre une langue régionale, qui l'apprendront. C'est les parents qui décideront si ils souhaitent prendre en deuxième langue une langue régionale. Mais évidemment, la langue principale et la langue essentielle, c'est la langue française. Vous avez raison, il faut d'abord apprendre à bien parler français. C'est d'ailleurs quand on parle de la révolution pacifique et de l'importance accordée à l'éducation, et notamment de commencer très jeune et dès 3 ans l'enseignement, c'est bien pour que les enfants maîtrisent la langue française. Et ça, c'est le point clé, maîtriser la langue française, les maths, et puis, dès que possible, une deuxième langue européenne, hein, puisque on ne va pas faire l'Europe sans parler, sans échanger. Bossa, bonsoir Bossa. Est-ce que je viendrai dans le Cantal, Jean-Émile? Bien sûr, si vous m'invitez, si vous me préparez un bon plat du Cantal, je serai ravi de venir. Kevin, quelle est votre position sur le chèque éducation? Alors Kevin, je te salue. Kevin, c'est un des animateurs de la primaire.org à Nantes. Il a d'ailleurs organisé une remarquable réunion il y a quelques semaines, à laquelle j'ai eu le plaisir de participer. Alors Kevin, je ne maîtrise pas très bien la question du chèque éducation, et c'est pour ça d'ailleurs que je disais que le programme, il faut qu'on le construise ensemble au cours des 150 jours qui viennent. Donc je te laisserai m'en parler, m'expliquer, et voilà, me dire comment tu vois le chèque éducation, dont je comprends que c'est un chèque qui permet aux parents d'avoir une beaucoup plus grande liberté
dans le choix de l'éducation de leurs enfants. Je cherche d'autres questions, n'hésitez pas à m'en poser. Ah, voilà. Alors, Adrien me demande pourquoi pas équité, liberté, fraternité. Je m'inspire d'une image comparant l'égalité et l'équité que Charlotte Marchandise a mise dans un de ses articles. Écoute, je vais te répondre, Adrien. Je pense que dans une société, il y a des éléments pérennes. Il y a des choses qui ne doivent pas bouger, parce qu'elles sont des points de référence. Un peu comme le soleil, tu vois, quand on se lève le matin. Eh bien, la devise liberté, égalité, fraternité, ce qu'il faut, c'est lui donner plus de contenu, lui donner un contenu qui correspond à l'époque dans laquelle on vit. Par exemple, le mariage pour tous était inenvisageable il y a 50 ans. Bon, il est devenu, la société a changé, donc c'est une liberté qui est entrée dans notre vie quotidienne. Demain, il y en aura peut-être d'autres. D'ailleurs, je disais tout à l'heure qu'il y a la liberté de circulation pour les femmes, hein, la lutte contre le harcèlement. On voit bien qu'il y a encore du travail à faire pour que nos libertés soient réelles et complètes. Alors, ne changeons pas nos devises, n'ajoutons pas, par exemple, on dit liberté, égalité, fraternité, laïcité. La laïcité, c'est très bien, mais c'est une composante de la liberté. C'est la liberté du culte, la liberté de religion, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de caricaturer, la liberté de blasphémer. Voilà, c'est ça la laïcité. Et donc, gardons cette belle devise qui est liberté, égalité, fraternité, et simplement donnons-lui plus de contenu, un contenu adapté à notre époque. Merci à Anna Kantar, nous rejoint, elle est de Belgrade, je la salue. Hello Anna, dober večer. José Emmanuel nous parle du sergent du jeu de paume, oui, du serment du jeu de paume. Hassoun, qui est du Liban, merci Hassoun d'être présent. Colette, alors Colette me demande qui êtes-vous, quel parti représentez-vous? Alors ici, je suis d'abord un candidat de la primaire.org, qui est une primaire citoyenne en ligne, qui a été créée par deux hommes que je veux saluer, qui sont David Guez et Thibaut Favre, car je crois que c'est admirable quand on a une idée aussi forte que celle-là, créer une primaire citoyenne en ligne, eh bien d'aller jusqu'au bout et de la mettre en œuvre. Et on voit à quel point chaque jour ils sont confrontés à des difficultés qu'ils doivent régler et qu'ils règlent toujours. Moi je les trouvais pas tant. Et donc je suis candidat à cette primaire.org qui a comme caractéristique de permettre à n'importe quel citoyen d'être candidat à la présidence de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il n'y a pas de barrière d'entrée. Les 500 personnes qui ont manifesté leur intérêt au printemps ont toutes pu se présenter. On leur a demandé simplement de présenter un programme, ce qu'elles ont fait, enfin ce que 216 d'entre elles ont fait. Et ensuite, il a été demandé à ces 216 de prouver qu'elles étaient soutenues par 500 personnes, 500 citoyens, 500 citoyennes, ce que 16 d'entre nous ont réussi. Voilà. Donc, je suis d'abord candidat au titre de cette innovation politique, innovation citoyenne qu'est la primaire.org. Et puis, il se trouve que, par ailleurs, je suis fondateur et président du Parti des citoyens européens que j'ai créé à Bruxelles avec des amis, dont un est à côté de moi ce soir, le 9 mai 2007. Et nous l'avons créé parce que nous sommes dit qu'il fallait enfin des partis européens, des partis transnationaux pour rassembler les citoyens européens entre eux, qu'on ne pouvait pas continuer à faire avancer l'Europe uniquement par le haut, en silo, c'est-à-dire les Anglais d'un côté, les Français de l'autre, les Allemands d'un troisième, mais impliquer les citoyens dans la construction d'une Europe dans laquelle ils se reconnaissent. Et ce projet reste à faire. Moi, je suis dessus depuis 9 ans. C'est aussi un projet dans lequel nous avons mis beaucoup d'énergie, beaucoup de nous-mêmes. Il n'en est qu'au début, parce que 9 ans, dans un processus de construction européenne, ce n'est pas grand-chose. Mais en tout cas, voilà. Donc, je représente aussi le Parti des citoyens européens, parti transnational, et j'espère le représenter dignement. Merci Colette pour la question. Alors Aurel, je salue Aurel. Ah, Antoine me dit que ça coupe sans arrêt. Bon Antoine, non, ça sera en différé. Mustapha, je salue Mustapha. Je salue Christophe Rouillon, un garçon absolument admirable,
que j'ai connu dans une autre vie quand je travaillais avec Laurent Fabius. Et il est maire de Coulennes, près du Mans. C'est un garçon d'une très très grande qualité intellectuelle et morale et un Européen engagé. Je souhaite le saluer de particulièrement. Renaud, face aux empires qui sont à nos portes, Russie, Turquie, Iran et plus éloigné, Chine, USA, la diplomatie européenne ne doit-elle pas faire preuve de puissance autant que de pacifisme? Comment peut-on faire? Eh bien, je pense que la diplomatie européenne, elle a besoin d'un outil qui s'appelle la défense européenne. Donc je suis favorable à une défense européenne dont l'armée française sera un pilier important, puisque vous le savez, avec le retrait de l'armée, enfin le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, la seule véritable armée qui a une capacité d'action, c'est l'armée française, avec une capacité de projection en temps réel de 18 000 hommes. Donc, il nous faut une armée européenne, nous avons besoin d'une armée européenne pour protéger la sécurité demain. Vous connaissez le principe, là encore, ça me rappelle la question sur liberté, égalité, fraternité d'Adrien. Il y a un dicton aussi vieux que le monde, qui est en latin d'ailleurs, Civis pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre. Donc il faut avoir un outil de défense qui nous permette de ne pas être agressé. C'est d'ailleurs le principe de la dissuasion nucléaire. Elle n'est pas faite pour être utilisée, elle est faite pour dissuader. Voilà, donc une armée européenne qui peut d'ailleurs avoir beaucoup d'actions pacifiques et humanitaires. L'armée, comme le fait d'ailleurs la Légion elle est toujours en action, elle construit. Quand elle n'a pas d'action militaire, elle construit, elle fait des murs, elle construit des bâtiments, voilà. Donc l'armée, elle peut aussi... et elle être extrêmement utile et former des jeunes et accompagner des jeunes dans des missions humanitaires en Afrique ou la marine pour régler pour nettoyer le 6e continent. Enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on peut faire. Donc oui, il faut être fort, Renaud, tu as raison, mais je ne suis pas un pacifiste. Je crois que malheureusement, il y a des moments où on n'a pas le choix, on est obligé de se défendre, mais je suis pacifique. C'est-à-dire qu'on doit privilégier la paix à tout prix. Je pense qu'au cours des 25 dernières années, et en Libye récemment, sont tout simplement catastrophiques. Voilà, et on en paye les conséquences avec la migration, avec le terrorisme. Et ça, je pense qu'il faut en tirer les leçons. Donc essayons de concentrer plus notre diplomatie sur l'aide aux gens, l'aide à la construction de démocratie, mais pas par la force, mais par l'éducation. Et puis en réglant, encore une fois, les grands problèmes que sont le réchauffement climatique et ses incidences migratoires, la disparition d'espèces menacées, la disparition des forêts primaires qui sont le poumon de la Terre, et puis l'aide au développement des pays les plus pauvres et leur autonomie, leur accès à l'eau, leur accès à l'électricité propre et à l'éducation. Marion, que je salue. Eric, que je salue, Aude. Océane, bonsoir Océane, qui est de Clermont-de-Loise. Élise, bonsoir Stéphane. L'économie est un élément central du programme Philippe Massuel. Oui, c'est une idée que nous avons développée dans le livre de Patché, paru au printemps 2014 à l'occasion des élections européennes, et que Guy Verhofstadt, l'ancien Premier ministre belge, nous avait fait l'honneur de préfacer. Voilà, nous avions développé ce concept d'économie, d'une économie qui est à la fois un pan très ouvert vers l'international et tout à fait apte à faire face à la compétition et ramener des devises, car ça c'est important d'avoir des devises, et puis un pan plus protégé, une économie sociale et solidaire, une économie, une petite agriculture et un artisanat protégé. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer le livre, Donne une voix à l'Europe, qui est notre livre, voilà, comme ça c'est mieux, notre livre un peu programme sur l'Europe, enfin qui met en avant, qui traite 12 thèmes sur l'Europe. Et puis sa version allemande, dit Deutsche Fassung, voilà, Gib Europa eine Stimme, voilà, qui est donc préfacée par Guy Verhofstadt. Voilà, alors nous l'avons dans d'autres langues, mais nous n'avons pas de moyens, nous sommes un très petit parti politique, Apache, donc nous n'avons pas trouvé encore les moyens de le publier en espagnol, italien et anglais qui sont déjà disponibles. Alors je regarde s'il y a d'autres questions. Élise que je salue, a rejoint la vidéo. Marco Berti, italien, de Bruxelles, que je salue très amicalement.
Nicolas. Alors Nicolas, c'est un Nicolas Bernabeu qui est un candidat aussi à la primaire.org, un garçon qui est médecin, qui habite en Corse, qui est très talentueux, et voilà, et sur lequel nous avons de grandes discussions sur l'Europe, mais je suis sûr que nous allons arriver à bâtir un programme commun sur cette Europe, voilà. Vitali, qui est ukrainien, qui rejoint la vidéo, vous voyez, toute l'Europe est réunie, pas que l'Europe, puisqu'il y a aussi le Liban, voilà. Michel Bourgeois, aussi candidat à la primaire.org, avocat international, qui a écrit un livre extrêmement intéressant, donc je salue Michel. J'espère n'oublier personne, hein. Excusez-moi si j'oublie quelqu'un, en tout cas je vous suis très reconnaissant de votre amitié, de votre intérêt pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Ah oui, ben, nous avons une amie aussi qui est présente, que j'ai connue à Rennes-les-Bains, lors d'un festival, du festival du film Insolite, cet été. Et Michael. Alors il y a Michael Pettini. Michael, c'est un candidat aussi à la primaire.org, qui est médecin à Villeneuve-sur-Lot. Je regrette beaucoup, je voulais être à sa réunion avant-hier, mais c'était un peu compliqué d'être le vendredi soir à Villeneuve-sur-Lot et le samedi matin à Abbeville. Enfin le samedi, voilà, midi. Et voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de candidats à la primaire.org qui sont présents ce soir, ce qui montre que nous travaillons en équipe. C'est-à-dire nous sommes pas, on n'est pas en rivalité. Bien sûr, il y en a un seul ou une seule qui sera présent en décembre et qui représentera la primaire comme candidat ou candidate à la présidence de la République. Mais nous avons l'intention, nous travaillons ensemble pour constituer cette équipe de France dont je parlais tout à l'heure. Et vous verrez que ce sera une belle équipe parce que ce sont tous des gens formidables qui ont, d'abord, pour être candidat, pour se dire je suis candidat à la présidence de la République, il faut déjà avoir une personnalité un peu particulière. Et donc ils ont tous des idées et qui, mises ensemble, sont formidables. Je dirais d'ailleurs qu'il n'y a aucun extrémiste parmi eux, ni d'un côté ni de l'autre. Et donc il y a un champ, je dirais, d'idées assez large, mais je dirais compatible. Voilà. Vous voyez, c'est rassurant, Stéphanie, tous ces candidats de la primaire qui travaillent ensemble. Cécile repose sa question. Pardon Cécile, je ne l'avais pas vue. Beaucoup d'hommes politiques prônent le retour à la blouse à l'école et le rétablissement de l'autorité. Avez-vous un avis là-dessus? Écoutez, moi je pense que l'autorité c'est important, bien entendu. Il y a des moments où il faut faire preuve d'autorité. Je pense que le président de la République, notamment, est quelqu'un qui doit être capable à certains moments de faire preuve d'autorité, qui doit avoir une autorité naturelle et savoir commander. Bon, ça c'est clair. Mais le commandement, c'est pas quelque chose qu'on exerce tous les jours. Dans le quotidien, on manage les gens, c'est-à-dire qu'on les amène à faire quelque chose collectivement. Et pour ça, je crois beaucoup plus à la conviction, je crois beaucoup plus à l'intérêt qu'on suscite qu'à la règle avec laquelle on donne des coups sur les doigts. Donc ça se faisait autrefois, la blouse noire, la blouse grise, et puis les coups sur les doigts. Bon, non, je pense que c'est d'un autre temps. Il faut trouver les moyens d'intéresser les gens. Et je pense que notre candidat Ramin Farangui, qui a créé l'école dynamique, qui a certainement des idées extraordinaires là-dessus, de même que Kevin Carrière, qui est aussi enseignant à Nantes. Voilà. Vincent Arnoux, que pensez-vous du traité de libre-échange CETA? Mais moi j'ai peur que le traité de libre-échange, je suis contre le traité euro-américain de libre-échange, parce que je pense que on entre là dans la négociation sur les normes, c'est-à-dire qu'on essaie d'harmoniser nos normes. Or les normes, ce sont des reflets de la société dans laquelle on vit, de notre conception de la société. Je pense que les Européens, de l'Ouest en tout cas, la plupart des Européens ont des conceptions de la société proches, mais les Américains pensent différemment. Voilà, donc je ne suis pas tellement d'accord. Et quant au traité CETA, le CETA c'est le traité avec le Canada, étant donné que le Canada fait partie de l'ALENA, c'est-à-dire de l'association de libre-échange nord-américaine. Ça veut dire que le CETA peut être le cheval de Troie des États-Unis dans l'Union européenne. Voilà, donc je suis un peu méfiant sur le CETA. Voilà. Bonsoir Grégory. Bonsoir Pascal. N'est-il pas temps de nourrir ou changer le bébé? Oui, mais sa maman s'en occupe. Voilà, donc c'est son papa qui est à côté de moi. Il est un des fondateurs de Patché. Donc oui, il n'y a pas de problème de ce côté-là, c'est la priorité.
Alors, quelle est ta position sur la loi travail, me demande Kevin. Doit-on déverrouiller le code du travail et si oui, comment? Alors écoute, je crois qu'il ne faut pas avoir de tabou. Il y a des choses qui doivent évoluer, la société évolue. En revanche, le droit du travail, de même que le salaire minimum, de même que la négociation sociale et la négociation entre les syndicats, le patronat et l'État, ce sont des éléments constitutifs de notre modèle européen. Alors ce modèle européen, il peut évoluer, bien entendu, mais il doit rester fondamentalement, avoir fondamentalement cet équilibre entre l'économique, le social et l'environnemental. Et donc la loi du travail, si on y touche, il faut le faire avec beaucoup de prudence, on l'a vu d'ailleurs, et avec beaucoup de diplomatie, de négociation, voilà. Et en tout cas pas à coup de 49.3, pardon. J'espère avoir répondu à Cécile sur la blouse et l'autorité. Non, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on doive remettre l'uniforme à l'école. C'est bien l'uniforme, je ne suis pas contre, mais enfin c'est pas forcément indispensable. C'est vrai que ça met les enfants en situation d'égalité, mais bon. Stéphane, bonsoir Stéphane. Stéphane Ball. Un petit coucou de la Bretagne, mais la Bretagne on est toujours content. Alors, sur l'agriculture, dit Stéphanie, je maintiens qu'il faut un accompagnement social au changement. Je sais pas, oui, bien sûr, il faut toujours un accompagnement social, mais moi je crois plus fondamentalement qu'il faut protéger la petite agriculture. Si on ne la protège pas, elle disparaîtra, et ce sont nos territoires qui changeront, ce sont nos paysages qui changeront. Je rappelle quand même que la France, elle a deux atouts fantastiques. C'est la raison pour laquelle je suis un anti-nucléaire. La France, elle a deux atouts. Elle a un grand atout qui est son agriculture. Nous sommes, je crois, 4e exportateur mondial pour l'agriculture. C'est son image de marque et ce sont ses revenus. Nous avons d'ailleurs, je signale au passage, je crois 12 milliards de balance commerciale positive avec le Royaume-Uni. Bon. Pas seulement dans l'agriculture, mais certainement en grande partie. Et puis, il y a le tourisme. Eh bien, ce sont les deux mamelles de la France, si vous voulez, aujourd'hui. En tout cas, ce sont deux des mamelles de la France, pour reprendre l'image de Sully, qui est bien connue. Et si nous... L'agriculture est très liée au tourisme. L'agriculture, ce sont les paysages, ce sont les bons produits que peuvent goûter les touristes quand ils viennent chez nous. Donc, il faut faire très attention à protéger. Il y a la grande agriculture exportatrice qui est tournée vers l'exportation, qui est tournée vers le monde, bien sûr, et à laquelle on demandera d'être de plus en plus raisonnable, évidemment, dans son utilisation des produits chimiques, donc une agriculture raisonnée. Et puis il y a la petite agriculture qui, j'espère, deviendra de plus en plus bio, si possible la grande aussi, mais bon, c'est peut-être plus compliqué. Et voilà, et donc il faut soutenir cette petite agriculture, ça me paraît extrêmement important. Donc je fais le lien avec le nucléaire. Je soulignais tout simplement qu'on a eu Fukushima, qu'on a eu Tchernobyl, donc chacun sait d'ailleurs que le nuage n'a pas touché la France, officiellement. Quand on regarde de plus près avec des compteurs Gégère, c'est un peu différent. Et donc le risque nucléaire existe, et demain, nous pouvons avoir un accident nucléaire, nous pouvons avoir un attentat nucléaire, et ça en serait fini de l'agriculture française, en tout cas de sa capacité exportatrice, ça en serait fini du tourisme français. Donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Donc essayons de nous désengager le plus vite possible du nucléaire pour aller vers je sais que c'est pas facile, ça prendra du temps, mais c'est un engagement que nous devons prendre, et d'ailleurs qui facilitera la création de la République européenne, puisque ça correspond à ce que les Allemands ont décidé et ce qu'ils souhaitent. Donc à un moment donné, quand on veut faire un mariage avec nos voisins, il faut savoir mettre un certain nombre de choses dans la corbeille. Donc j'espère avoir répondu sur l'agriculture, l'accompagnement social au changement. Alors, vas-tu favoriser, me demande Thomas, l'émergence de l'alimentation non animale afin de réduire l'émission des gaz à effet de serre et nourrir la population grandissante de la planète? Alors là, tu poses une bonne question, Thomas. Je te remercie de me la rappeler, parce que l'agriculture, elle est extrêmement importante pour la France, elle a toujours été, pour notre image et de nos beaux produits. Mais plus stratégiquement, on n'en parle jamais, mais nous allons passer une population de 7 à 9 milliards d'habitants.
Il faudra nourrir la population. Et donc la France et l'Europe, qui sont des greniers, ont vocation à jouer ce rôle stratégique avec d'autres, et ça c'est extrêmement important, il faut l'avoir en tête. Donc oui, il faudra nourrir une population grandissante, et donc la France et l'Europe ont un rôle important à jouer là-dedans. Alors, l'alimentation non animale, je pense qu'il faut petit à petit, l'éducation fait que bon, les gens mangent peut-être, consomment différemment. Donc voilà, les modes de consommation vont évoluer. Je pense qu'il faut faire très attention au bien-être animal, c'est-à-dire je serai très vigilant sur la façon dont les animaux sont traités. Il y a beaucoup de dérives aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas acceptable. Les animaux sont des êtres doués de sensibilité, comme dit la loi, et donc on doit les traiter correctement. Après l'évolution, Léonard de Vinci a dit qu'un jour on ne consommerait plus d'animaux et qu'on considérerait ça comme quelque chose de totalement dépassé. Bon, on n'en est pas encore là. On évoluera peut-être dans cette direction. Voilà, il faut laisser les choses se faire. Mais en tout cas, c'est plus une question d'évolution de la société que de décision du président de la République. Grégory a rejoint. Bonsoir Grégory. Blanche, bonsoir Blanche. Désolé si ça coupe. Désolé. Et donc, j'espère que tu pourras le suivre. Blanche est de Marseille. Elle est aussi très engagée dans la Prima.org. Elle était candidate au premier tour. Et elle continue à se battre pour nous, pour cette primaire citoyenne. Alors, Adrien, pacifiste. Quid des ventes d'armes françaises qui correspondent à 0,8% de notre PIB, avec le premier client le Maroc, puis l'Égypte, Chine, Arabie Saoudite, pas forcément dans l'ordre. Ah, merci de poser la question. Je ne suis pas favorable à l'exportation d'armes à des pays qui ne sont pas démocratiques. Voilà, donc l'exportation d'armes vers des pays qui partagent nos valeurs, oui, mais vers des pays dont on se rend compte qu'ils utilisent les armes que nous leur avons vendues pour tuer aujourd'hui des gens au nom de valeurs que nous ne partageons pas, je ne suis pas d'accord. Voilà. Et donc, je sais que c'est 0,8% de notre PIB. Je mesure bien l'impact que ça a, mais je suis favorable à un beaucoup plus grand contrôle des armements, de l'exportation des armements, et c'est cohérent, tu le comprendras, avec la diplomatie pacifique, parce qu'il faut quand même être cohérent. Voilà. Messaouda, bonsoir Messaouda, de Marseille, qui est une amie que j'aime beaucoup. Alastair Thompson, qui est un ami néo-zélandais, journaliste, installé en Bretagne. Hello Alastair, if you want to raise a question in English, you're welcome. Que pensez-vous d'un traité de paix avec Daesh? Ah, bien, celle-là, je ne l'avais pas préparée. Je pense que c'est prématuré. Voilà, je pense que c'est prématuré. En revanche, je suis convaincu d'une chose, et je l'ai dit tout à l'heure, l'Occident s'est beaucoup trop occupé des affaires du monde arabe et a mis son nez dans des dossiers dont il aurait dû se tenir à l'écart. Ce que nous avons fait, au fond, quand on regarde le bilan, ce que nous avons fait en Irak, ce que nous avons fait en Libye, ce que nous faisons en Syrie, tout ça, c'est finalement, ça sème un très grand désordre. Et je pense que les peuples doivent vivre leur histoire. Nous avons vécu notre histoire, nous avons eu la monarchie, puis notre révolution, notre terreur. Nous avons eu notre terreur qui a fait pas mal de milliers de morts sous la guillotine. Puis nous avons eu Napoléon, la monarchie, la République, la Deuxième République, qui est 1848 pour moi, c'est 2011. C'est le printemps arabe. C'est l'équivalent. De 48, la révolution a fleuri dans toute l'Europe, de Vienne à Paris, à Francfort. Et elle a été suivie, comme les révolutions arabes de 2011, par des retours en arrière. Napoléon III en France, la Metternich en Allemagne, enfin une monarchie un peu autoritaire en Allemagne après les espoirs de Francfort. Et bien tout ça, on avait déposé des germes qui ensuite sont sortis sous la Troisième République et sous d'autres régimes. On a aujourd'hui une démocratie. Donc laissons les peuples vivre leur histoire.
Si vous prenez l'Iran, l'Iran a choisi la voie d'un régime théocratique. Elle en sortira. Je connais l'Iran, j'ai eu le plaisir d'y aller. C'est un pays qui en sortira parce qu'il est très éduqué, et ses femmes sont très éduquées. Et donc un jour, il trouvera un mode de fonctionnement peut-être plus laïque, entre guillemets. Bon. Donc je ne crois pas qu'on aurait dû aller s'occuper de Saddam Hussein. D'ailleurs, on voit bien que ça a été fait de manière totalement immorale. Et on devrait laisser les pays vivre leur histoire. Alors je pense, quand je reviens à Daesh, je pense que l'Iran, la Syrie, donc les pays de la région vont régler le problème. Voilà. Et je ne suis pas sûr que ce soit nous qui le réglions avec quelques bombardements. Voilà. Merci Bruno. Merci Rodolphe, que je salue. Le régime de retraite par répartition est-il viable à terme? Alors, question délicate. Il faut garder, oui, le principe de répartition, c'est-à-dire que les nouvelles générations contribuent à la retraite des anciennes. Je crois que le principe doit être maintenu, mais il suppose que nous ayons un dynamisme démographique, parce que si nous n'avons pas des nouvelles générations, soit sous forme de renouvellement naturel de la population, soit sous forme de migration, évidemment, nous aurons un décalage de plus en plus fort, de plus en plus de retraités par rapport au nombre d'actifs, et le système sera intenable. Donc il faut de toute façon combiner à la fois le régime par répartition et le régime par capitalisation, en incitant pour ces derniers. Et moi je suis assez favorable à ce qu'il y ait, qu'on ait une retraite socle, que tout le monde se voit garantit une retraite au socle, un peu comme on parle du revenu universel pour tout le monde, et bien que chacun ait une retraite au socle qui pourrait être, voilà, enfin, on ne va pas avancer des chiffres maintenant, mais c'est ce que les Britanniques ont choisi, et qu'à côté de ça, on soit incité à constituer des retraites complémentaires. Je dois dire d'ailleurs que si on choisissait le revenu universel, je ne sais pas si la question a été posée, moi, ma vision aujourd'hui du revenu universel, mais on va en discuter au cours des 150 jours, puisqu'il y a des compagnons de la primaire qui sont beaucoup plus avancés là-dessus. Mon idée, c'est, si nous avons un revenu universel, ça pourrait être par exemple un droit de tirage qu'aurait chaque enfant en naissant de, par exemple, une dizaine d'années de revenu universel, que cet enfant pourrait utiliser à n'importe quel moment de sa vie en fonction de ses besoins, pour créer une entreprise, pour reprendre des études, ou peut-être tout simplement, si cette personne n'a pas utilisé ce revenu ces 10 années, les utiliser aux bonifications au moment de sa retraite. Voilà, mais on discutera tout ça de manière assez précise au sein de la primaire. Tu parlais d'un service civil ou militaire, rendrais-tu celui-ci obligatoire? Alors, naturellement, moi j'aurais eu tendance à dire le service militaire c'est bien et il faut le rétablir. Bon, étant donné que j'ai fait Saint-Cyr il y a quelques années, j'ai beaucoup de camarades qui sont aujourd'hui généraux et qui occupent des responsabilités importantes dans l'armée, donc j'en ai discuté avec eux. Et ils m'ont dit, bon, tu sais, c'est faisable, mais ça va coûter très cher. Ça va coûter très cher parce qu'on a fermé les casernes, on les a vendues, etc. Donc on n'a plus forcément les moyens. Donc moi je pense aujourd'hui qu'il faut proposer un service militaire, et un service civil, bien entendu, et le service militaire le rendre assez incitatif, c'est-à-dire qu'il soit associé à un certain nombre d'avantages qui incitent des jeunes à aller à le faire, parce que je crois que c'est vraiment un moment où on apprend à se dépasser. Vous savez, j'ai cité tout à l'heure, j'ai dit dans la révolution pacifique et la remise en marche de l'ascenseur social, il y a l'éducation, mais il y a aussi le dépassement de soi. Moi, ce que j'ai appris à Saint-Cyr, c'est le dépassement de moi. C'est apprendre à vous sauter d'un parachute, vous sauter en parachute, ou bien vous faites un parcours du combattant, vous faites une marche de nuit, vous réalisez que vous pouvez toujours repousser vos frontières, repousser vos limites. Et ça, c'est très important pour un jeune de le comprendre. Donc, donnons-leur l'opportunité de le faire. Alors, ça peut être par le sport, ça peut être par des services civiques ou civils de qualité, et notamment à l'étranger, à l'humanitaire, et ça peut être aussi le service militaire. Donc voilà, oui, ça fait partie des options, mais je ne le rendrai pas, enfin, je ne pense pas qu'on puisse le rendre obligatoire pour des raisons purement pratiques. Je trouve que l'égalité telle qu'elle est appliquée aujourd'hui dans les aides sociales est génératrice d'injustice, nous dit Stéphanie. Oui, ben c'est-à-dire que, je ne sais pas si on peut parler d'injustice, mais il y a certainement
du fait du côté très administratif de la gestion des aides sociales, il y a forcément des gens qui passent au travers des mailles du filet. Il y a des gens qui ne connaissent pas leurs droits et qui n'en profitent pas. Ça m'arrive souvent dans la rue, je vois des gens qui font la manche, je me dis, mais est-ce que finalement ces gens, ils connaissent leurs droits? Est-ce qu'ils osent aller demander leurs droits? Et il y a peut-être des gens d'ailleurs qui sont pas dans la rue, qui sont très pauvres et qui ne demandent pas leurs droits. Donc oui, le problème, c'est un peu la bureaucratie qui fait qu'on ne traite pas forcément les problèmes toujours les plus urgents et qu'il y a au contraire des gens qui connaissent très bien le fonctionnement du système. Alors est-ce que la solution, c'est pas par la suppression justement du département et la concentration de l'action sociale au niveau de l'intercommunalité ou de la commune, de se rapprocher des besoins des gens? C'est une question, je la pose autant que je la pose plus que je n'y réponds. Voilà, mais il y a certainement un sujet là derrière. Merci. Didier a rejoint la vidéo. Bonsoir Didier, qui était candidat aussi à la primaire, au premier tour. Vincent aussi d'ailleurs. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure. Alors bonsoir Maryse. Eh bien Maryse, le parti s'appelle Parti des citoyens européens, PACE, P-A-C-E, mais ça se prononce PACE comme la paix. Voilà, et vous pouvez le trouver sur Internet, vous tapez PACE Parti et vous tomberez dessus. Parce que PACE lui-même est un terme qu'on trouve assez souvent, mais PACE Parti, vous le trouverez. Alors quelqu'un me demande si je fais la fête à Angers ou bien si je pense à l'avenir de la France. Voilà, mais je pense qu'il faut... Pour le moment, je suis plutôt concentré sur l'avenir de la France, mais ça n'empêche pas peut-être de faire la fête de temps en temps. Gentiment. Que pensez-vous sur les immigrants? Ah, Bossa ni Ena me demande ce que je pense des immigrants. Bon. D'abord, l'immigration. La France est un pays d'immigration. Voilà. Moi-même, je suis fils d'immigrés. Vous voyez, ma mère est née étrangère à l'étranger. Voilà. Elle est britannique, elle est née en Inde. Et donc, elle répond à la définition d'un étranger. Un étranger, c'est quelqu'un qui est né étranger à l'étranger. Voilà. Donc je crois que nous sommes un quart des Français à avoir au moins un grand-parent d'origine étrangère. Donc l'immigration, elle fait partie, quand on regarde d'ailleurs la position de la France, c'est un carrefour. Et les Français, ce sont des Francs, je vous rappelle, donc ce ne sont pas vraiment des Gaulois. Il y avait des Gaulois au départ, et puis il y a des Romains qui sont arrivés, donc on est devenu gallo-romains, et puis il y a eu des invasions de Francs, qui étaient des Allemands, des Germaniques, et donc nous sommes devenus des Français. Voilà, donc vous voyez que déjà nous avons des origines assez mélangées, puis il y a eu des vagues de Polonais, d'Italiens au début du XXe siècle, puis des vagues d'Espagnols avec la guerre civile en Espagne, des vagues de Portugais dans les années 60, et puis les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, voilà. Donc la France, c'est un pays d'immigration, et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la France a toujours la capacité de transformer des immigrés en Français? C'est ça la question que je posais un peu en introduction, en disant soyons fiers de nos valeurs, défendons-les et sachons les faire aimer, les faire partager. C'était ça ma conclusion tout à l'heure. Je crois que ça répond un peu à votre question. Donc oui, l'immigration, il faut qu'elle soit gérée, puisque comme disait Michel Rocard, on peut pas accueillir toute la misère du monde. Il faut qu'elle soit gérée, mais en même temps, voilà, elle fait partie de l'évolution d'une société, de la vie d'une société. Et il faut savoir l'aborder à la fois avec générosité et avec réalisme. Le jugement majoritaire, me dit Kevin Carrière, est le vrai plus de la primaire.org. Pensez-vous le proposer pour l'élection présidentielle dans le cadre d'une réforme constitutionnelle? Alors, j'explique pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le jugement majoritaire. C'est la façon dont nous allons voter dans quelques jours. Vous allez recevoir, puisque vous êtes inscrit sur la primaire.org, vous allez recevoir 5 noms tirés au hasard sur les 13 candidats qui sont encore en lice, donc tirés de manière aléatoire. Et on vous demandera impérativement de noter ces 5 personnes de 1 à 5. Donc 1, je crois que 1 c'est pas très bon, quoi. Et 5 c'est très bon, pour être président de la République. Voilà. Est-ce que vous pensez que telle personne est très bonne, ou un très bon profil, ou un mauvais profil, ou un profil moyen, etc., ou un bon profil, ou un profil passable, pour être président ou présidente de la République? C'est ça le jugement majoritaire, c'est-à-dire qu'ensuite on va
les 5 gagnants, ce seront ceux qui auront la meilleure moyenne, en fait. C'est ça. Alors, écoute, on va déjà le tester, Kevin, dans la primaire.org. On va voir comment ça marche, et puis si ça a du succès, que ça plaît aux gens, et que voilà, on verra quelle suite on peut lui donner. Moi, je pense plutôt que, avant de le proposer pour l'élection présidentielle, on pourra le tester dans quelques élections locales. On pourra l'expérimenter peut-être. Voilà, mais qui va piano va sano, comme disent les Italiens. Donc, qui va lentement va loin. Donc, allons-y doucement. Mais c'est une très très bonne initiative, et je salue encore une fois David et Thibaut pour cette initiative. Marianique, que je salue très affectueusement. Alors, Samia, tu évoques la question suivante. Beaucoup de candidats évoquent la question du temps de travail dans leur programme. Quelle est votre position sur le sujet? Tu pourrais dire ta position, je crois qu'on se tutoie. Donc, quelle est ma position sur le sujet? Eh bien, elle est un peu à contre-courant, ma position sur le sujet. C'est-à-dire que, voilà, je vois, on augmente la durée du temps de travail, on fait travailler les gens plus longtemps, 67 ans, 70 ans, demain 75 ans. Ça me paraît quelque part un peu absurde, parce que on a beaucoup de jeunes qui attendent, qui n'ont pas de travail, qui sont sur le carreau, voilà, et puis on va obliger des gens à travailler jusqu'à 67 ans, 70 ans. Donc je ne dis pas que j'ai la solution financière, on y réfléchira, mais ça me paraît plus logique de dire aux gens, à partir d'un certain âge, écoutez, si vous avez envie de faire autre chose que travailler, vous avez envie de vous occuper de vos enfants, vous avez envie de faire d'associatif, et on a vraiment beaucoup de besoins en la matière, eh bien, allez-y, et puis laissons la place aux jeunes. Donc ma tendance, elle serait plutôt à la réduction du temps de travail, à la réduction aussi de la durée du travail, de la carrière, pour justement mieux partager le travail, parce que j'ai une vision, voilà, je pense que la croissance, il n'est pas tout à fait exclu qu'elle revienne. Je veux dire, on va faire ce qu'il faut pour qu'elle revienne. Je parlais tout à l'heure d'un grand accord autour des énergies vertes, du développement d'une économie vraiment décarbonée en Europe. Bon, c'est un très joli projet. Est-ce que ça générera suffisamment de croissance pour occuper les jeunes qui vont arriver dans la vie active? J'en sais rien. Donc il faut en tout cas se donner les moyens de pallier au manque d'emploi ou à la tension sur le marché de l'emploi si c'est le cas. Moi, c'est pour ça que, par exemple, j'envisage tout à fait pour un certain nombre d'emplois de la fonction publique qui ne sont pas des emplois forcément très 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 pointus, parce qu'évidemment plus un emploi est pointu, plus on a intérêt quand même à y mettre les gens à plein temps. J'envisagerais de développer des emplois à 60% pour que 2 personnes puissent travailler conjointement sur un poste, donc 3 jours chacune, avec un jour de chevauchement, voilà, de façon à leur mettre le pied à l'étrier, des jeunes, leur mettre le pied à l'étrier, et leur permettre à côté de continuer des études, de trouver un autre emploi à plein temps. Voilà, c'est une idée que j'envisage. Car je trouve que le chômage, l'inactivité, c'est tout simplement insupportable de laisser des gens dans l'inactivité. Ça me pèse beaucoup. Voilà. Pascal, ok. J'espère prendre bien toutes les questions. Excusez-moi si j'en oublie, mais il y en a. Vous êtes assez nombreux. Je suis très, très honoré d'ailleurs de votre présence ce soir. Quid du temps de travail, travailler plus, travailler moins, laisser la liberté aux entreprises? Là, je viens de répondre. Bien sûr, laisser la liberté dans le cadre de la limitation du droit de travail. Bon, c'est 35 heures aujourd'hui. Laisser la liberté aux entreprises. Donc la liberté, ça veut dire que les heures supplémentaires sont possibles. Donc oui, bien sûr, laisser une certaine liberté, mais moi je serais plutôt pour que ceux qui veulent travailler un peu plus travaillent plus, mais que ceux qui veulent travailler moins le puissent aussi. Waïd, bonjour Waïd, qui est d'Arras, que je salue très amicalement. Clément, quelle est ta position vis-à-vis des revenus de base, du salaire à vie? Oui, alors là, j'ai répondu tout à l'heure, je crois, c'est-à-dire que j'y vais avec beaucoup de prudence et je compte beaucoup sur mes amis de la primaire, dont certains sont très en pointe, je crois notamment, entre autres Nicolas Bernabeu, pour nous éclairer et m'éclairer un peu plus au cours des 150 jours qui viennent et prendre des décisions qui soient à la fois réalistes et ambitieuses. Mais je dis, moi je serais plutôt a priori pour un droit de tirage, c'est-à-dire qu'un enfant qui naît, il a droit à 10 ans de revenu minimum, d'un revenu minimum qu'il pourra utiliser quand il voudra, sur la base d'un projet bien entendu. Ça ne peut pas être donné comme ça, mais
Si cet enfant ou ce jeune a un projet de vie, un projet d'études, un projet de voyage qui est structurant, eh bien on pourrait comment dire, déclencher le mécanisme pour une année, 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Voilà. Et si ce n'est pas utilisé, je me répète, ça pourrait être utilisé en abondement de la retraite. Rendre la primaire par orgue obligatoire, Michael. Ah ben Michael, Mike, on va d'abord essayer de convaincre nos amis que voilà que c'est un bon système. On va le démontrer et puis après on verra. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que la primaire par orgue, elle s'est organisée pour pouvoir mener la campagne et collecter des financements le moment venu, et qu'elle a fait ce choix tout à fait original de s'autodissoudre dans 2 ans. Donc l'association la primaire par orgue disparaîtra dans 2 ans. Voilà, ça nous rappelle des films d'aventure ou d'action. Quel est votre avis sur le revenu universel? Ben, j'ai répondu tout à l'heure, Stéphane, il me semble. Bravo pour la primaire par orgue, oui, ben, bravo à ses promoteurs, David et Thibault. Je suis aussi contre le nucléaire, Jean-Émile, ben, écoute, j'en suis ravi. Alors oui, pour la petite agriculture, nous dit Stéphanie, il faut changer les modèles de production. Oui, l'agriculture, modèle de territoire, ben oui. Que pensez-vous de nos amitiés économiques avec la Turquie et l'Arabie Saoudite, qui eux-mêmes financent l'État islamique? Est-il bon de laisser des immeubles et des clubs de foot dans leurs mains? Alors Julien, je vais te faire une réponse qui va peut-être te surprendre, mais évidemment, dans la mesure où j'aspire à exercer les fonctions de président de la République, je suis tenu à une certaine, un certain droit de réserve dans le jugement que j'émets sur des États étrangers. Voilà, donc tu m'entendras émettre des critiques, mais elles ne seront jamais ciblées de manière spécifique. Alors, les amitiés économiques avec la Turquie, ben, la Turquie c'est un pays avec lequel nous avons beaucoup d'échanges économiques depuis longtemps. Nous avons d'ailleurs Renault qui est établi en Turquie. Voilà, donc ça c'est ancien. L'Arabie Saoudite, moi je n'ai rien contre les amitiés économiques, enfin je veux dire contre les échanges économiques, pardon. En revanche, je n'aime pas les amitiés particulières, hein, pour reprendre un roman de Perfit, mais c'est des amitiés un peu ambiguës entre des responsables politiques et des États étrangers. Et d'ailleurs, je pense qu'une des caractéristiques du président de la République, qui doit être élu en 2007, c'est sa très grande indépendance à l'égard des lobbies, à l'égard des milieux économiques, à l'égard des États étrangers. C'est extrêmement important. Voilà, il faut garder une très grande distance. On doit être proche des Français, proche des citoyens, mais loin de l'argent. Voilà, se méfier beaucoup de l'argent. Je crois que c'est important. Le président de la République est quelqu'un qui doit être détaché de l'argent. Voilà, donc quant à laisser des immeubles et des clubs de foot dans leurs mains, bah, la France est un pays où on peut acheter librement ce qu'on veut. Après, je crois qu'il faut regarder au cas par cas. Qu'est-ce qui est fait de... Voilà, comment un club de foot est-il utilisé? Est-ce que derrière le club de foot, il y a des actions, je dirais, militantes? Voilà, si c'est le cas, il faut effectivement le regarder et y apporter des solutions. Voilà. Bien, on me dit qu'il est 22h15, donc je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps, ni vous lasser. Je regarde, en fait, je vais essayer de prendre encore 1 ou 2 questions. Un président qui parle couramment anglais. Non, je ne sais pas. Ça, c'est une vraie rupture et une marque forte d'ouverture vers les autres. Merci Thomas. Alors, même question, Pascal, sur l'exportation des armes, en me disant pourquoi pas une production limitée aux besoins nationaux sans recherche de rentabilité d'exploitation. Oui, je crois que, bon, il faut, dans la mesure du possible, trouver des marchés, mais des marchés qui soient des marchés de pays démocratiques. Voilà, donc effectivement, ça limite la recherche de rentabilité d'exploitation commerciale, puisque ceux qui consomment le plus d'armes, ce sont ceux qui les utilisent. Voilà. Est-ce que vous pouvez me répondre sur le handicap et la ruralité, votre programme sur les thèmes que je viens de citer? Bah, le handicap, bon, je n'ai rien de très particulier encore sur le handicap, mais je constate, parce que je suis confronté au handicap avec quelqu'un qui m'est très proche,
enfin d'ailleurs 2 personnes qui me sont très proches, que nos villes ne sont pas adaptées. Hein. Donc voilà, et je les invite, notamment une très grande ville du Midi, à faire un effort particulier en la matière. Sur la ruralité, oui, moi je crois l'avoir dit, enfin l'éco-économie, c'est une économie qui s'intéresse aussi à la ruralité. Comment sortir l'influence des pays qui nous perfusent au pétrole? Bon, je crois l'avoir dit, il faut être indépendant des pays, et je pense que l'échange commercial c'est une chose. Et il y a il y a des dérives qu'on ne doit pas accepter. Voilà, nous devons vraiment défendre nos valeurs en France, et l'argent ne justifie pas tout. Geoffroy me dit, retraite socle plus complémentaire personnel, c'est une bonne solution. Tu parlais tout à l'heure du télétravail. Comment inciter les entreprises à le mettre réellement en œuvre? Alors ça, bon, je sais pas, il y a certainement une campagne à faire. En tout cas, moi, je pense à l'administration. L'administration peut développer, ça, le président de la République peut le décider, de développer le télétravail et de permettre à des gens de travailler au moins 2-3 jours par semaine chez eux, et donc pas forcément ni à Paris, puisqu'on va délocaliser pas mal de ministères, ni dans les capitales régionales qui reçoivent des ministères, mais peut-être dans des villes moyennes, dans des villes, des zones rurales, voilà, c'est tout à fait possible. Et ça demande un autre mode de management, ça demande que la personne vienne passer 2 jours au bureau par semaine pour conserver des liens, de travailler en équipe. Mais voilà, c'est un nouveau mode de travail. Et alors, je ne sais pas comment on va inciter les entreprises, mais en tout cas, moi, je peux vous dire que je vais inciter les administrations. Voilà. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà travaillé sur les délocalisations d'entreprises décidées par Édith Cresson dans les années 1990. Donc, on va en remettre une couche. Aurore, Maxime, bonsoir Maxime qui a rejoint la vidéo. Alors Maxime, c'était le mieux, je dirais, celui qui avait le plus de soutien dans la primaire Power parmi les 16, voilà. Il a décidé de poursuivre son chemin tout seul, donc je lui souhaite bonne chance, mais je disais tout à l'heure, je ne sais pas si Maxime tu l'as entendu, je pense que nos chemins se rejoindront, enfin ceux de la primaire, le tien en tout cas, voilà. Catherine, bonsoir. Bon, bah écoutez mes amis, merci beaucoup pour votre participation. Je ne voudrais pas abuser de l'hospitalité de mes amis qui m'ont permis d'avoir une assez bonne qualité, enfin une bonne qualité, parce que je sais que certains d'entre vous ont un peu des difficultés. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire une autre visio un de ces jours, puisque je pense qu'il y a encore des questions, il y en a beaucoup à traiter. En tout cas, merci beaucoup, je suis très 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 sensible à votre présence. Je vous salue. N'oubliez pas de dire à vos amis, à votre famille de s'inscrire sur la primaire.org pour pouvoir voter entre le 21 et le 30 octobre. Et voilà, et donc je vous rappelle, vous aurez 5 candidats à évaluer, pas forcément moi d'ailleurs, puisque vous aurez en gros une chance sur 3 que mon nom figure parmi les 5. Et évaluez chacun des candidats qui va vous être soumis. Et puis voilà, on verra ce qu'il en sortira, c'est une grande surprise. En tout cas, je vous adresse mes amitiés. Et puis, je vous répète, je crois que nous allons gagner. Voilà. Bonne chance à tous et à très bientôt.